Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on parle engagement des jeunes, mais on le fait autour d'une fiction, le beau roman Nos armes de Marion Brunet. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu ciné aujourd'hui, la sortie du film Madame de Sévigné, programme évidemment ceux de français, mais aussi ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, de l'écran de cinéma à celui de la télévision, séquence nostalgie avec le retour des Il était une fois. Et puis rendez-vous comme chaque semaine avec Candice Anzel, conseil de famille. On va parler parentalité. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Que faire quand on a 20 ans pour changer le cours des choses? De quoi dispose-t-on pour ébranler un système que l'on trouve injuste? Doit-on le faire de l'intérieur, à la marge ou carrément en sortant? Ces questions, tous les jeunes engagés se les posent. Elles sont au cœur du nouveau roman de Marion Brunet. Il est intitulé Nos armes. Il vient de sortir chez Albin Michel et on a le plaisir de vous recevoir. Marion Brunet, bonjour. Bonjour. On va essayer de donner envie de le lire sans trop en dévoiler parce que ce serait priver celles et ceux qui vont le lire d'une partie de la tension qui résulte du suspense que vous instaurez, je trouve, à merveille. On va quand même essayer de résumer. On a donc deux femmes, Axel et Mano. Elles se sont connues à 20 ans. Elles ont milité ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire sans trop en dévoiler. Ouais. Je vous laisse la responsabilité en fait. Je vois ça. Ouais, courageusement. Alors, en 95, elles se sont connues, elles se sont aimées, et puis elles se sont engagées, elles ont lutté avec un petit groupe d'amis, un peu cabossés, un peu plus bracassés que très organisés, mais ils sont allés un peu plus loin que d'autres, puisqu'ils ont organisé un braquage au Crédit Municipal, braquage qui va mal se passer. Mano va tomber, puisqu'elle va tuer un flic. Et Axel, en revanche... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est Axel qui tombe. Non, je vous regarde, mais bon... C'est l'émotion. Donc Axel va tomber, en effet, et Mano s'en tirer. Et pendant 20 ans, 25 ans, l'une va être en prison et l'autre... va essayer de vivre malgré la culpabilité. Vous avez presque dit, on en reparlera, que l'autre est aussi en prison d'une certaine façon. C'est un roman qui tisse plusieurs trames. L'une d'entre elles, c'est évidemment la question de l'engagement. Vous avez choisi de situer le roman dans les années 90, pas aujourd'hui. Pourquoi ? Je pense que c'est... Alors d'abord parce que je voulais parler du temps qui passe. Et que du coup forcément il fallait repartir en arrière dans l'histoire, mais aussi on va pas se mentir parce que c'est une époque que j'ai mieux connue, puisque j'avais pareil une vingtaine d'années dans les années 90, 95. Donc comme c'est une période que j'ai bien connue, il y a des petites références et des choses que j'ai pu du coup mettre en scène dans le roman avec plus de naturel peut-être que si j'étais sur une période que je connais moins. Qu'est-ce qui néanmoins relie selon vous ces engagements, les jeunes de ces années 90, nous, en l'espèce, il y a 20 ou 30 ans, aux jeunes d'aujourd'hui? Tout, en fait. Moi, je pense que, au fond, l'engagement reste l'engagement. C'est essayer de trouver un chemin de traverse pour organiser et penser le monde autrement que tel qu'il nous est imposé, tout simplement. Donc après, ça a pu prendre des formes différentes, que ce soit de la manif, de la lutte armée en l'occurrence, avec de la désobéissance civile, avec des regroupements, des occupations. Enfin bon, après on a plein de choses qu'on retrouve aujourd'hui, mais ça, je suis tout à fait d'accord. On le trouve dans toutes les époques. Sur les manifs, quand même, leur grand moment de socialisation, c'est les grandes grèves de 1995. Tout à fait. On va rappeler aux plus jeunes que nous. Oui, la loi Juppé, le pays entier paralysé. À l'époque, on disait qu'on n'avait pas vu ça depuis mai 68. C'est ça. Et oui, c'était assez énorme. Alors, on disait qu'on n'avait pas vu depuis mai 68. C'est un roman qui est aussi habité par beaucoup de références à des mobilisations. On croise 36, le Front Populaire, on croise Allende, le Chili, etc. C'était important pour vous de tisser cette trame? Oui, et d'autant plus que je pense que c'est vraiment des références très militantes. Et que quand on est à l'intérieur de ces réflexions militantes, forcément, on a l'histoire avec soi. En fait, on porte aussi l'histoire militante. On connaît les textes, on connaît les grandes figures, on connaît les chants. Entre-temps, les grands récits, alors quand je dis entre-temps, entre les années 90 et aujourd'hui, les grandes idéologies, ils ont un petit peu du plomb dans l'aile. Un petit passage, je me suis noté page 22. Pourquoi me suis-je noté page 22 que j'aurais dû regarder avant? Mais oui, briser le système, c'était ça le projet. Tu parles, écrivez-vous. Aujourd'hui, 30 ans de lutte sociale ont été détruits année après année. Oui, oui, j'étais là-dessus. Bon,
force est de constater que, oui, de mon point de vue, on va dans un sens qui est plutôt oui, la destruction du service public, enfin des choses qui pour moi ont du sens. Qui vous marquent aujourd'hui. Et qui vont pas très très bien. Donc ça, c'est certain. Et j'ai essayé aussi, dans le temps du roman, justement, de parler des grandes étapes de l'histoire qui nous amènent à aujourd'hui, en fait. Vous le faites, mais les grands... Oui, pardon. Il y a l'élection de Nicolas Sarkozy, il y a la chute des tours jumelles, il y a des éléments qui donnent un petit peu le chemin de transformation qu'on a vécu depuis cette époque-là. Mais avec quand même une grosse dose de désillusion, parce que vos deux personnages principaux, donc Axel et Mano, toutes ces évolutions-là, elles ne peuvent pas, pour des raisons différentes, mais bref, elles ne peuvent pas justement en être les vivres. Elles passent à côté parce qu'elles ont été, j'allais presque dire, entre guillemets, trop engagées à un moment donné. Complètement. D'accord, super. Le garçon à lui, il a compris, il n'y a rien à ajouter. Non, de toute façon, oui, c'est un livre avec, je pense, assez sombre, hein, on ne va pas se mentir. On est d'accord, c'est un roman noir. Alors, je pense qu'il y a de la lumière qui passe, ouais. Mais ailleurs, pas forcément sur l'idéologie, peut-être plus sur la question des liens d'amitié, de l'amour. On va en parler après l'Anti-Sèche, si vous voulez bien, des femmes, de l'amour, de la famille. Les armes qui donnent leur titre au roman de Marion Brunet sont essentiellement métaphoriques. Il y en a quand même quelques-unes de bien réelles, et quand un revolver apparaît dans le squat qu'occupent Axel et Mano, ça change la donne. Les mains vides, on est des guignols. Armés, c'est plus tout à fait la même chose. On retrouve Marion juste après l'Anti-Sèche pour parler de nos armes, Albin Michel. Mais Cécile Fournier pour l'instant. Cécile, bonjour. Bonjour. On va parler d'une femme, deux femmes au pluriel d'ailleurs, dans cette Anti-Sèche de français et d'histoire à l'occasion de la sortie du film Madame de Sévigné, réalisé par Isabelle Brocard. Oui, c'est un film qui sort donc aujourd'hui, dans lequel on retrouve Karine Viard, Anna Girardot, Cédric Kahn et Noémie Lotski. Il parle de la relation compliquée entre la marquise de Sévigné et sa fille Françoise. Alors, je vous laisse découvrir un extrait de la bande-annonce. Je veux que vous ayez la place que vous méritez. Je vous veux heureuse, indépendante et maîtresse de votre destinée. Madame de Sévigné, vous vous égarez. Je ne crois pas, sire. Mais c'est le roi. Vous vous marierez. Tout ça sera oublié. Grignan. Vous en êtes arrivé à envisager n'importe quel mariage pour votre fille. Un nom de Grignan peut séduire, mais enfin, une maison qui prend l'eau de toutes parts. Je découvre que l'absence de votre sœur m'est insupportable. La douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre. Maintenant qu'il a un héritier, votre papa n'aura plus besoin de coucher avec ma fille. Aimez-moi toujours. C'est la seule chose qui me peut donner de la consolation. Et la marquise de Sévigné qui va donc écrire ces fameuses lettres à sa fille. Ouais, lettre écrite entre 1648 et 1696, devenue extrêmement célèbre, qu'on continue d'étudier 4 siècles plus tard. Parce qu'elle raconte l'époque. Elle raconte une époque, effectivement. Madame de Sévigné a écrit 1120 lettres, dont 764 à sa fille. Il faut dire qu'à partir de 1671, elle lui en a écrit 3 ou 4 pendant une trentaine d'années par semaine, pendant une trentaine d'années. Donc le calcul, je vous le fais vite, on est à plus de 1120 lettres, donc il y a des lettres qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Vous imaginez si Madame de Sévigné avait vécu notre époque, le nombre de SMS que Françoise aurait reçu de sa maman. Ou de messages WhatsApp. Donc en fait, c'est pas de simples lettres, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment le témoignage d'une époque, parce qu'elle va raconter ce qui se passe à la cour de Louis XIV. Elle raconte aussi la campagne, c'est-à-dire parce qu'elle allait souvent en Bretagne, donc elle raconte tout ça. Et puis elle va raconter en détail le procès de Fouquet en 1661, le passage du Rhin en 1672, la mort de Condé en 1686. C'est un livre d'histoire en réalité, ces lettres. Une histoire qui nous plonge dans le XVIIe siècle, mais y compris dans la vie quotidienne du XVIIe siècle. Oui, parce qu'elle raconte les costumes, voilà, les gestes, les paroles, les sujets de conversation, ce qui était donné au théâtre, comment ça se préparait à un mariage, comment on traitait une affaire. En fait, ça donne à voir, c'est totalement, j'ai envie de dire, immersif. Et puis surtout, comme elle écrivait principalement à ses proches, donc à sa fille, vous l'aurez compris, puis à des amis, eh bien, elle n'a pas beaucoup de filtres, elle est tout à fait naturelle dans ce qu'elle raconte, elle joue pas vraiment de rôle, à part qu'on retrouve un ton assez commun à toutes ces lettres, c'est ce ton plaintif. Elle se plaint beaucoup, Madame de Sévigné,
que sa fille soit pas là, de son état de santé, de son silence, bref, c'est son truc à elle, c'est se plaindre. Il y a quand même quelques lettres parmi les 1120 qui sont plus connues que d'autres, notamment celle où elle raconte l'exécution de la voisine. Oui, alors ça c'était un peu ambiance chronique judiciaire, c'était en février 1680, Madame de Sévigné raconte dans une lettre l'exécution de cette femme qui concoctait les poisons pour la cour. Ensuite, chronique mondaine, quand elle écrit comment Louis XIV a humilié un courtisan en lui faisant critiquer des vers qu'il avait lui-même écrits, et oui, c'est mieux, ou alors une autre lettre où elle... Pas très éducation positive, tout Non, ça. Et une autre lettre où sa fille, où elle s'inquiète que sa fille n'ait pas de quoi se faire un chocolat chaud. Ça paraît dérisoire, mais à l'époque, le chocolat, c'est un luxe, produit de luxe, inestimable. Donc voilà. En tout cas, Madame de Sévigné, une des autrices incontournables du XVIIe siècle. Oui, mais elle l'a jamais su, la pauvre femme, parce qu'elle est décédée en 1696 et qu'en fait, ses lettres sont publiées que 30 ans plus tard. Voilà, et il faut encore un peu plus de 3 siècles pour que le film Madame de Sévigné arrive sur les exactement. écrans. Merci beaucoup, Cécile. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. Avec plaisir. Marion Brunet, grand oral. Je fais quelques efforts, Marion aussi, depuis le début de l'émission, pour ne pas vraiment raconter l'histoire de nos armes et ne pas risquer de vous priver de ces surprises. Alors vous devez me faire confiance pour une fois, n'est-ce pas? C'est à la fois un roman d'action, un roman social, un roman à suspense, un roman d'amour et un roman d'apprentissage. Il est donc signé Marion Brunet, qui est notre invitée. Il y a un autre thème, on l'a effleuré juste avant l'Anti-Sèche, qui parcourt tout le livre, qui est très contemporain, sans doute plus aujourd'hui qu'à l'époque d'ailleurs où vous situez l'action. C'est le féminisme sous plein de dimensions. Et moi, il y en a une qui m'a beaucoup frappé, c'est la dimension de la maternité, à travers notamment la relation entre Axel, donc cette jeune femme qui se retrouve derrière les barreaux, et une mère qui a franchement l'air pas cool, mais c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué que ça. Et alors, je suis restée... D'ailleurs, je ne suis pas complètement rentrée dans la psyché de cette maman. Non, vous posez des actes. Mais voilà. Qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas d'ailleurs. Qui est en rejet de sa fille pendant quasiment... presque toute sa vie. Et puis, à un moment, on se rend compte quand même que le poids du père était tel que, en fait, on s'en rend compte au moment où son attitude change après l'enterrement de son mari. Ouais. En fait, voilà. Mari qui exerçait une profession pas neutre vu ce qu'a fait sa fille. Tout à fait. Bon sang, qu'est-ce qu'elle est bête. C'est pas une bêtise méchante, juste une bêtise de circonstance, de femme qui adhère à chaque position de son mari et considère qu'elle n'a pas à avoir de pensée propre. Ma mère est une écrasée volontaire. Vous lui faites dire ça, Axel, de sa mère. C'est le portrait d'une époque aussi, parce que ce sont des femmes qui viennent de l'après-guerre et qui sont quand même encore sous un joug terrible. Ah oui, complètement. Et elles deux se posent en contre, en fait. Hein. Elles ont envie que les choses soient différentes. Elles ont envie de vivre autrement, autre chose. Et elles sont toutes les deux très féministes, peut-être même sans le savoir. C'est ça. Et en tout cas, il y a un petit peu de lumière. Il y a aussi un peu de lumière autour de la question de la sororité. La sororité et l'amour, puisque l'amour. C'est un couple. Ça va être lié à un moment. Hein, donc pour moi, c'est une vraie grande histoire d'amour. Ce qui, à l'époque, n'est pas forcément totalement simple, mais j'ai choisi de ne pas forcément le traiter ou de réfléchir autour de cet angle-là. En tout cas, elles accueillent cette histoire et cet état amoureux avec beaucoup de joie. Voilà, mais du coup, ça, c'est quand même quelque chose d'assez... Et ça a changé pour le coup. On peut faire l'hypothèse que la même histoire aujourd'hui se nourrit avec moins de manière plus visible. Les héritages familiaux aussi, il y en a plein. Alors, il y a celui de mai 68, vous l'avez cité, pour Mano, qui reste très très puissant, mais il y a aussi pour Nasser, qui est un des personnages de la petite bande, le 17 octobre 1961. Il est d'origine algérienne, Nasser. Tout à fait. Et le meurtre des Algériens dans la Seine. Voilà. Et j'avais envie qu'effectivement, chaque personnage et un petit peu un brin d'histoire qui l'accompagne. Ça me semble important puisque justement un petit peu comme on parlait des grandes figures tout à l'heure, voilà, ils sont porteurs d'une histoire. Ils sont tous porteurs d'une histoire. Et alors, concernant Mano, il ne faut pas que je me trompe dans les prénoms, comme on l'a fait au début, il y a aussi autre chose dont elle est porteuse, c'est la culpabilité de la survivante. Tout à fait. Et ça, c'est 300 pages du bouquin. Enfin, pas 300 parce qu'il n'y a pas qu'elle qui parle, mais... C'est le cœur au départ. Le projet de départ, quand j'ai commencé à penser à nos armes, il y avait cette histoire de la culpabilité dedans. Et pourquoi ça vous a travaillé? Comment c'est venu? Ça, je ne saurais pas forcément... Vous pouvez y aller, hein, je ne suis pas psy, je prends 0. Non, je pense que ça tient autour de la question du rapport au militantisme, du rapport à l'engagement, de jusqu'où on va et à quel endroit on a l'impression qu'on aurait dû y aller plus ou qu'on aurait... C'est une question que vous vous posez, vous? Sans doute qu'à certains moments, c'est des questions qui m'ont traversée et qui ont traversé d'autres que moi autour de moi. Et voilà, jusqu'où on va et
voilà, l'engagement, l'action de l'engagement, jusqu'où, comment, et à quel moment on pense qu'on a peut-être trahi parce qu'on n'y est pas assez allé. Enfin voilà. C'est ce que je me suis demandé en vous lisant. Je me le suis écrit tel quel, je vous le lis. Est-ce que c'est pas aussi la culpabilité de celles et ceux qui laissent les autres s'engager et prendre les risques et les coups? Bien sûr. Question qu'on peut se poser aujourd'hui, notamment autour de la question du climat. Et je rajoute juste que dans les histoires importantes, il y a la chute du mur. Aussi, bien sûr, qui marque vraiment l'entrée en politique de tous ces personnages pour qui la chute du mur de Berlin est intervenue à peu près au niveau de la préadolescence, adolescence. Voilà. C'est-à-dire qu'ils grandissent quand même à un moment où l'univers semble s'éclaircir. Alors s'éclaircir, mais c'est aussi la fin de certaines idéologies. Et c'est la fin d'un rêve qui était quand même bien ébréché à l'époque. Oui. Pour ce que je parle de la version soviétique du rêve. Je parlais pas forcément du marxisme en général. On croise aussi plein de références de la culture jeune, alors de l'époque, mais toujours d'aujourd'hui, parce que Thelma et Louise, je crois que ça continue à rester. Marianne Faithfull aussi, mais c'est vrai que c'était plus présent peut-être il y a 30 ans. Eh ben, j'espère que ça revient. Et voilà. Oui. Et puis il y a Louis Aragon, et ça je peux pas m'empêcher. Je vais te dire un grand secret, ferme les portes. Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre mon amour. Non, c'est émouvant. C'est très émouvant. Petite phrase d'Aragon qu'on retrouve dans le bouquin. Et on retrouve Marion Brunet juste après la récré. Cécile, rebonjour. Bonjour. Vous nous proposez une petite Madeleine de Proust pour cette récré. Ça va peut-être vous parler, Marion, vous allez voir. Et voici la vie. Vous n'allez pas le chanter? Non, je ne vais pas chanter. Je ne peux vraiment pas chanter. Vraiment. Alors les paroles. J'ai même pas répété. Vraiment, Ok, alors on y va, les paroles. La vie toute pressée d'éclan, le monde nous convie à de nouvelles aurores. C'est pas du Aragon, mais bon. Il nous donne des lendemains qui chantent et le soleil qui nous éblouit. Ça vous dit quelque chose? Vous savez, vous avez l'affiche. C'est parce que j'ai pas la musique. Oui, Voilà. Arrêtez d'insister, c'est une catastrophe. Il était une fois la vie. Merci. Oui, effectivement, il était une fois la vie. Il y a eu aussi, il était une fois l'humanité, il était une fois l'espace, etc., etc. C'est un dessin animé, je vous rappelle, de vulgarisation pour les enfants. Eh bien, 15 ans. Je dis bien 15 ans après la diffusion de la dernière série. Il était une fois le développement durable. Et bien 15 ans après, je vous le donne en mille, mesdames et messieurs, oyez, oyez, France 4. Enfin, l'émission revient sur France 4 avec Il était une fois ces drôles d'objets. Ok, on a des images. Bien sûr qu'on a quelques Alors, images. regarde. Lunettes, fourchettes, sucettes. Qui a inventé tous ces objets que tout le monde connaît? C'est moi. Pour découvrir l'histoire de ses inventions en s'amusant, C'est quoi cette guitare trop bizarre? Oku a fait appel à l'expert en la matière, Maestro. En voilà une excellente idée. Il était une fois ces drôles d'objets, le 7 février sur l'appli Oku et bientôt sur France 4. Alors bientôt, parce que ça datait du 7, mais en fait, ça y est, maintenant, c'est dispo, depuis le 19. C'est diffusé du vendredi au dimanche à 19h15. On y trouve quoi, alors, comme drôle d'objet? Alors, il y a 78 objets, donc des épisodes de 7 minutes. Donc, dans les 78 objets, il y a la tablette de chocolat, on y revient, le satellite, le thermomètre, le savon, la chaise, la paire de ciseaux, le stylo à billes, la télécommande. Super, les objectifs n'ont pas changé, hein. Les mères. Apprendre en s'amusant. Tout à fait. Oui, effectivement. D'ailleurs, le producteur déclare, je cite, « Après avoir découvert que chaque objet cache une fabuleuse histoire, les enfants regarderont le quotidien avec un œil neuf. Ils auront senti que la connaissance est une source de plaisir. » Et on retrouve la saveur d'antan. Vous l'avez retrouvé, vous, avec les personnages, Marion. Oui, là. complètement. Alors, à quelque chose près, Ouais. c'est pas tout à fait le même, la musique est pas tout à fait le même, mais effectivement, la recette n'a pas bougé en 45 ans d'existence. On y retrouve Maestro, bien évidemment, ce professeur à barbe blanche mythique, les personnages de Psy, de Minus, de Teigneux. On retrouve aussi la fameuse voix de Maestro, qui est de celle de Jean-Claude Donda. Qui a doublé plein de voix, non? Oui, il a doublé 1000 voix. Alors, Ouais. il y a Ah oui. Picsou, Winnie l'ourson, Denver, etc. Enfin, Merci beaucoup pour Madeleine cette de récré Proust. télévisuelle. Il était une fois. C'est les objets diffusés du vendredi au dimanche sur France 4. C'est également disponible sur la plateforme France.tv. Merci beaucoup. Grand oral, Marion Brunet. Vieillir moins vite, rester vive comme la force, ne pas avancer seule, là sont nos armes. Je ne dis pas qu'on a eu tort, je dis que nos armes sont multiples, dit le personnage d'Axel dans le roman de Marion Brunet. Les armes létales ou non létales de la jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? Alors celle-là, elle est très très dure. Ouais. Je sais pas, je ne sais pas. Peut-être, comme je disais au début, peut-être un peu les mêmes. Si vous aviez 25 ans aujourd'hui, vous en avez 27, donc... Ouais, c'est ça. Moi aussi, d'ailleurs. Alors je pense que moi je suis très touchée actuellement par la lutte féministe, justement. Ouais. Je trouve que s'il y a une chose, on parlait un petit peu de toute cette noirceur justement et de ces luttes sociales qu'on a l'impression de voir, enfin dont les résultats on a l'impression qu'ils sont en train d'être annihilés par l'époque.
autant sur la question des femmes, je trouve que c'est vraiment le sujet sur lequel on a vraiment évolué. Donc ça, je trouve ça très lumineux et très chouette, tout ce qui est les colleuses, voilà, moi MeToo, les suites de MeToo, les témoignages récents, notamment de Judith Godrèche, Cécile de Besco. Ça, moi, je trouve ça dans le monde du cinéma, très génial et je soutiens à fond. Et pas mal de bouquins, je dois dire, dont on accueille souvent les autrices sur ce plateau. Les utopies encore vives, il y en a quelques-unes. Manou se retrouve à un moment à Auroville, en Inde. Vous y avez été en vrai à Auroville, parce que vous le décrivez. Alors racontez, parce que vous connaissez Auroville, vous? Non, c'est né en 68, Auroville. Oui, c'est né en 68. C'était une utopie qui a été montée donc en Inde, dans le Tamil Nadu, par une femme qui s'appelait la mère, qui était française. Miral Fassa, elle se faisait appeler. Ah, voilà, c'est un détail que vous n'avez pas. Ah bah j'ai révisé en plus. Et avec un homme qui s'appelait Sri Aurobindo, et qui était un grand yogi. On dit même, la légende dit même qu'il a réussi à arrêter lui-même les battements de son cœur et à choisir le moment de sa mort. Et ils ont monté donc ce lieu complètement utopique qui s'appelait Auroville, qui au départ était un champ de cailloux. Il y a des images de ça et des tas de gens sont venus et ont travaillé la terre et maintenant c'est un endroit donc avec ce qu'on appelle une green belt, donc vraiment c'est fou de se dire qu'il n'y avait rien. Une ceinture verte. C'est magnifique et au milieu des expériences de vie communautaire et alors en ce qui me concerne c'est un petit côté un peu trop mystique. Voilà, il y a quand même le matrimandir au milieu qui est une boule avec des espaces de méditation, des choses comme ça. Mais c'est très très beau, c'est très intéressant. Et il y a un espace vraiment communautaire pour le coup, parce qu'il y a je crois quelques milliers d'habitants, autant d'hommes que de femmes, à peu de choses près. Et c'est pas si facile de rentrer pour y vivre, il faut aussi... Oui, je crois qu'il y a un an voire deux même. On reste en périphérie, on montre qu'on est intéressé vraiment par la vie commune, que c'est pas juste on s'installe parce que c'est joli, quoi. C'est un projet de vie, un projet spirituel. Et c'est surtout un des rares lieux comme ça qui existe depuis autant d'années et qui n'a pas disparu, qui s'est pas... Voilà, ça a été bouleversé par plein de moments compliqués, comme tout lieu commun, mais ils sont toujours là. Donc il reste quand même quelques utopies. Oui. Ça peut avoir un côté un peu enfermant, un peu carcéral aussi, peut-être, non, Auroville? Alors, j'y ai pas vécu, mais ça pourrait. C'est un emprisonnement. En tout cas, c'est un emprisonnement voulu, mais c'était pour revenir sur ce thème de la prison. Je voudrais qu'on termine là-dessus. Vous remerciez à la fin du livre des détenus ou d'anciennes détenues, je ne sais pas, vous ne le dites pas. Qu'est-ce que vous avez découvert sur l'univers carcéral en préparant ce livre? Alors, en fait, moi, je faisais un atelier avec des mixtes en prison, au Beaumet, à la prison de Marseille. Et avec une illustratrice, on travaillait sur un projet artistique. Et j'étais déjà sur ce projet de roman et j'ai demandé à certaines d'entre elles si elles étaient d'accord pour faire des entretiens. Elles me parlaient de leur emprisonnement. Alors non pas les raisons pour lesquelles elles étaient emprisonnées, donc pas leur histoire personnelle, mais plutôt comment elles vivaient la prison et qu'est-ce qu'elles pouvaient m'en raconter. Et je leur ai tout dit en leur disant voilà, ça va nourrir un personnage qui passe 25 ans en prison et j'ai besoin de comprendre comment on vit une longue peine en prison. En tout cas, d'avoir quelques petits... Mais donc tout ce que vous racontez sur le comportement notamment des gardiennes, où il y a un petit peu de tout, etc., c'est romancé, mais pas tant que ça. À peine. Wow. Là, franchement, à peine. Donc il y a des scènes vraiment extraordinairement violentes. Et y compris sur les interdits qui sont... on a parfois l'impression que c'est le règne de l'arbitraire, en fait. Ça, c'est étonnant. Et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont interdites, qui datent d'une époque tellement ancienne. Il y a cette absurdité du débardeur, par exemple, où les femmes n'ont pas le droit de porter de débardeur, même en plein été. Et parce que c'est une... Je pense qu'au 19e, c'était une atteinte à la pudeur et c'est resté dans les lois. Donc dans la loi, il y a toujours le débardeur interdit. Et des choses complètement folles que je ne connaissais pas avant de discuter avec ces femmes. Voilà, donc vous pouvez lire Nos armes aussi pour cette dimension de plongée, de témoignage. Une dernière question quand même. Quand on referme le livre, on se dit que ce pas qu'elle franchisse à un moment donné, le pas de la violence, d'une espèce de radicalité extrême, pour elle, ça s'est révélé être une impasse quand même. Oui, avec la question d'irréversibilité à un moment où je pense que c'est pas ce qu'elle souhaitait non plus. Pour le coup, j'ai certaines personnes engagées dans la lutte armée souhaitaient ça. Là, on sent que c'était pas bien, le but. Y compris d'ailleurs, on ne peut pas tout raconter du bouquin, mais de la façon dont Axel rentre en contact avec les armes à feu, qui n'a rien de... On n'a pas parlé du grand-père, qui est un personnage lumineux pour le coup. Le personnage peut-être le plus lumineux de tout le bouquin. Bref, vous le lisez, Nos armes, je vous dis, c'est un roman hyper complet. Marion Brunet, merci de nous avoir accompagnés dans la quotidienne. Cécile, merci beaucoup. Et c'est Candice qui va nous rejoindre pour le conseil de famille hebdomadaire. On parle parentalité.
Notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Sanzel, conseil de famille. Candice, bonjour. Bonjour. On a parlé récemment de la lecture avec Alexandre Jardin, qui a écrit « Lire pour les nuls » chez First. La lecture qui est avant tout un réel plaisir pour certains enfants, une corvée pour d'autres. Là, le point de vue parental, très concret, comment peut-on susciter leur intérêt afin qu'ils puissent aussi découvrir par eux-mêmes le goût de lire et les trésors de la littérature. Allez, décroche de ta console et va prendre un livre. Et pas un manga, s'il te plaît. Combien de fois j'entends les parents se plaindre que leurs enfants ne lisent pas. Alors, même si c'est pas toujours gagné d'avance, c'est vrai, moi j'ai des petites astuces quand même pour susciter l'envie irrésistible de plonger dans la lecture. Par exemple, on peut faire apparaître, comme par magie, évidemment, des livres à des endroits improbables de la maison. Par exemple, on peut glisser un livre, par exemple, qui va susciter son intérêt sous son oreiller, dans le sac de piscine, dans le petit goûter, par exemple, ce qui fait que quand ils vont voir ce livre qui a atterri là comme par magie. Mais qu'est-ce que ça, je l'ouvre, quoi. J'ai forcément envie de l'ouvrir et ils ne vont pas résister à la tentation, effectivement, de le lire. Sur les trucs qui peuvent les intéresser ? Alors, on peut laisser traîner justement des livres de culture générale, des livres avec des questions-réponses assez insolites, sur, par exemple, les records du monde, ça plaît bien. Et puis, bon, si vous avez des ados, évidemment, des livres sur la puberté et l'éducation sexuelle, en général, ça passe beaucoup mieux que les nouvelles de Maupassant. Allez savoir pourquoi. On se demande. Alors, autre idée sympa qui est un peu originale, vous pouvez organiser une chasse au trésor littéraire dans la maison. C'est-à-dire que vous allez planquer des livres un peu partout, vous allez donner des indices sur les livres pour que les enfants arrivent à les découvrir dans la maison. C'est assez rigolo. Ça, c'est sympa comme tout. Sur le rangement de la bibliothèque aussi, on s'arrange pour que les livres ils soient accessibles. Alors exactement, il faut que ça reste à leur hauteur pour que ce soit accessible et puis qu'ils puissent les prendre à leur guise, quoi. Enfin, faire un coin lecture dans la maison, ça sert à quelque chose ? C'est une très bonne idée de faire un coin lecture, surtout pour les plus petits, c'est idéal parce que ça va leur permettre en fait d'avoir un endroit accueillant pour se réfugier, pour pouvoir y rester. Alors l'idée c'est de le faire si on peut, soit dans la chambre de l'enfant, soit dans un coin spécifique de la maison avec des coussins au sol. Oui, c'est le cocon. Exactement. Et puis alors à partir du moment où ils deviennent lecteurs, il y a un truc qu'on peut faire justement, on peut leur proposer d'inverser les rôles. C'est eux qui vont nous lire l'histoire du soir. C'est eux qui vont venir au Maupassant. Mais exactement. Eh non, il ne faut pas le Maupassant. À la fin de l'histoire, en fait, ils vont vous poser des questions. Mais attention, il faut être très attentif parce qu'on se fait vite piéger par un détail quand même. Extraordinaire. Alors, rien n'empêche non plus de se retrouver tous ensemble autour du même livre, par exemple, et de lire un passage, chacun à son tour, en utilisant des voix. Et puis, c'est rigolo parce qu'après, on peut poser justement des questions sur les événements de l'histoire. Ça crée un bon moment en famille. Est-ce qu'on utilise aussi nos neurones miroirs ? On sait que les enfants sont beaucoup dans l'imitation. Je me dis que s'ils nous voient lire, ils se disent que c'est une chose agréable. Je le répète en permanence, mais c'est vrai qu'en tant que parents, on est vraiment les premiers modèles de nos enfants. Donc, s'ils nous voient lire régulièrement, que ce soit des livres, des magazines, des journaux, peu importe. L'idée, c'est que ils vont finalement être intéressés et puis on va notre propre intérêt pour la lecture va finalement en fait se diffuser naturellement chez eux. On les laisse raisonnablement libres de leur choix surtout aussi. Alors c'est très important en fait, même si on rêve de les voir dévorer des livres de 300 pages, faut les encourager dans un premier temps vraiment à choisir les livres en fonction de leur goût personnel. C'est pas si grave finalement s'ils préfèrent les bandes dessinées ou les livres illustrés dans un premier temps. L'important finalement c'est de susciter le goût et l'envie et l'intérêt pour la lecture. Donc qu'il s'agisse d'histoires d'aventure, de contes ou de livres sur la reproduction des lamas, on s'en fiche, le principal c'est que ça les intéresse. Alors une petite astuce aussi, même deux. La première c'est qu'on va leur proposer des séries de livres adaptés à leur âge avec plusieurs tomes, comme ça si ça leur plaît. Ça marche très bien par ailleurs. Ça marche très bien. Et autre chose, par exemple, quand il y a des séries télévisées ou des films qui sont adaptés, qui sont avant tout des livres, on peut passer par le livre avant et ensuite passer par le film. Dernier conseil, il y a plein de bouquins disponibles partout, notamment les bibliothèques. Oui, etc. alors c'est vrai que j'enfonce un peu une porte ouverte, mais n'hésitez pas à demander conseil, que ce soit aux enseignants, aux libraires, aux bibliothécaires pour trouver justement des livres adaptés à leur niveau en fonction de leur goût. D'ailleurs, c'est vrai que la bibliothèque, c'est quand même génial parce que en soi, cette activité nous permet quand même d'occuper nos enfants les week-ends
plus vieux. Et puis, quand on est comme moi et qu'on a un enfant fan de manga et qu'on n'a pas forcément envie de vendre un rein pour acheter toute une collection, parce qu'il faut savoir quand même que les collections de manga, c'est minimum à peu près 100 tomes et que chaque tome coûte à peu près 7 €. Et voilà, donc vive les bibliothèques. Exactement. Et le dernier conseil, c'est aussi les livres audio pour celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire, c'est super dans la voiture. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre conseil de famille, des conseils de lecture. Vous en avez aussi tous les vendredis dans cette émission grâce à Célie Luton dans la librairie. Merci donc Candice, merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec Gauvin Bonizek au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.